Bien, chers collègues. Chut. J'attends que nos amis s'assoient. Il y a quelque chose, Eric Woerth ? Pardon, Monsieur le Président, juste un mot sur l'organisation de nos travaux avant de commencer. J'ai le sentiment que notre commission des finances est devenue une commission d'enquête. Et puis c'est tout. C'est que l'agenda est totalement pris par la commission d'enquête pour vérifier s'il y a des écarts par rapport aux prévisions, etc., etc. Et pour essayer de mettre en cause, in fine, probablement le pouvoir politique, mais on voit bien qu'on tourne en rond. Notre commission, elle est aussi, comme on le voit aujourd'hui, consacrée à l'examen, mais ça c'est bien naturel, c'est le rôle des commissions, c'est le rôle basique des commissions sur l'ensemble, sur un projet de loi, sur les projets de loi ou les propositions de loi, parce qu'il y a assez peu de projets de loi. Mais nous avons un travail extraordinaire à faire. Nous avons un travail à faire dans la préparation du budget 2026. Je ne sais pas où en sont les missions d'information qui sont sans doute données aux députés de cette commission et qui doivent constituer à travailler sur les enjeux considérables qui sont les nôtres. Au fond, où est la commission par rapport... Enfin, l'agenda est misérable par rapport aux enjeux financiers que doit rencontrer notre pays dans les mois qui viennent. Il y a un printemps de l'évaluation à préparer. Bien, voilà, donc vous allez être satisfait, parce que mercredi prochain, il y a un bureau qui est consacré à ça, qui va se réunir. Et je crois que ce n'est pas vous qui représentez votre groupe au bureau, mais le représentant de votre groupe au bureau pourra évidemment intervenir, puisqu'il s'agira justement de définir l'agenda, notamment par rapport au printemps de l'évaluation, notamment par rapport à des auditions qu'on veut présenter. Donc vous voyez, les grands esprits se rencontrent. Je note quand même que, par rapport à ce que vous venez de dire, on a eu une situation peu banale, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une discussion budgétaire qui s'est étalée jusqu'au mois de février, ce qui est quand même pas vraiment fréquent et qui évidemment a aussi très largement perturbé l'agenda de notre commission. Quant aux suites, manifestement la commission d'enquête est pas inutile, même si j'ai compris que vous trouvez qu'on y passe trop de temps, puisque j'ai cru comprendre que hier matin il y avait eu des réponses des ministres qui avaient quand même un peu un lien avec les questions liées à notre sujet. Mais on remettra tout ça au bureau et j'entendrai avec plaisir les représentants du groupe Ensemble pour la République faire des propositions. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. On va écouter Jean-Paul Mattei, rapporteur de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires, qui est inscrite à l'ordre du jour de la séance publique du mardi 11 mars. Monsieur Mattei. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, heureux de vous retrouver. La proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives des comptes bancaires, présentée à l'initiative de notre collègue Philippe Folliot, poursuit un objectif auquel je souscris pleinement. D'abord en garantissant une meilleure protection du consommateur, ensuite en cherchant à lutter contre le sentiment d'arbitraire et d'impuissance qui ne peut manquer de susciter la notification d'une résiliation unilatérale à l'initiative de la banque, sans que parfois le client soit en mesure d'identifier de manquements ou de comportements fautifs de sa part. L'absence de motivation donnée par les banques et surtout l'impossibilité pour le client lésé de réclamer des explications constitue une asymétrie de fait dans la relation bancaire et le législateur est fondé à intervenir pour le rééquilibrer au bénéfice de la partie la plus faible du contrat. Celle déjà qui se voit imposer un contrat d'adhésion sans pouvoir en négocier directement les clauses, celle surtout qui se trouve dans une situation de dépendance absolue à l'égard de l'établissement bancaire pour exercer les opérations de la vie courante, domicilier ses revenus, percevoir des prestations sociales, payer un loyer ou rembourser les mensualités d'un prêt. La situation à laquelle la proposition de loi entend apporter une réponse concerne, et c'est heureux, un nombre très restreint de consommateurs. Combien exactement ? Il est malheureusement impossible de le déterminer. Ni la Banque de France, ni la CPR, ni l'administration de Bercy, ni même les associations de consommateurs que j'ai auditionnées n'ont été en mesure de me fournir des données précises sur cette question. Le fait que ce problème des résiliations abusives reste mal documenté ne saurait pour autant retarder l'intervention du législateur. Je n'ai pas besoin, chers collègues, de vous exposer plus longuement les enjeux de protection des droits du consommateur qui s'attachent à une telle proposition de loi. Nous sommes une large majorité ici à les partager. Je dois cependant, en tant que rapporteur, vous faire part des limites et des risques que mes travaux m'ont permis d'identifier.
et qui me conduiront tout à l'heure à défendre devant vous une réécriture du dispositif sans perdre de vue l'objectif légitime que nous partageons tous. Tel qu'il a été amendé au Sénat, le texte que nous examinons ce matin fait peser des injonctions contradictoires sur les banques et porte atteinte à l'efficacité de la coopération entre les banques et Tracfin. Le service des renseignements financiers du ministère de l'économie dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En motivant la décision de résiliation dans tous les cas, où celle-ci ne contrevient pas aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, les banques s'exposent, dans ce dernier cas, à une forme de divulgation négative des soupçons portés sur leurs clients. En outre, il ne faut pas se méprendre sur la nature de la relation qui lie les banques et leurs clients. L'interdiction de résilier un compte pour des motifs prédéfinis emporterait une atteinte excessive à la liberté contractuelle, alors qu'en matière commerciale, l'une des parties n'a pas à se justifier si elle ne trouve plus convenance à poursuivre la relation. Ces griefs sont sérieux, chers collègues, et je vous invite à les prendre en considération. Je crois cependant qu'une voie peut être trouvée pour rééquilibrer les relations contractuelles au bénéfice du consommateur sans exposer le texte que vous voterez à une censure pour inconstitutionnalité. Le dispositif que je présente établit un triple niveau de protection pour les clients des banques et apporte des garanties de lien bien plus substantielles que la seule intervention des motifs de la résiliation, qui était à l'origine, je le rappelle, le seul objectif de la proposition de loi. D'une part, il encadre les conditions dans lesquelles une banque est fondée à résilier une convention de compte. Ce motif légitime exclut les considérations liées à une seule absence de rentabilité individuelle du client ou la lourdeur administrative de la gestion de certains profils de clients, en particulier les personnes politiquement exposées. D'autre part, il impose aux banques, dès la notification à leurs clients de la résiliation de leur convention de compte, de mentionner la possibilité pour ce dernier de saisir le médiateur de l'établissement pour vérifier que la résiliation intervient bien pour un motif légitime et pour recevoir les explications sur les motifs de la résiliation. Enfin, la saisine du médiateur, du fait de la prorogation automatique du préavis de 2 mois qui en découle, permet aux clients lésés de bénéficier d'un délai supplémentaire pour faire face aux conséquences de la résiliation. Ce délai pourrait être porté presque à 3 mois. Cette proposition de loi porte sur des enjeux importants. Elle court le risque d'être inapplicable si l'Assemblée nationale ne veille à renforcer la sécurité juridique de son dispositif. La réécriture que je propose, par le rôle donné au médiateur et au dialogue qui s'établit avec le client, permettra aussi, et ce n'est pas accessoire, de réhumaniser la relation bancaire et de lutter ainsi efficacement contre le sentiment d'arbitraire, tout en instituant une véritable voie de recours à même d'inciter les banques à renforcer les bonnes pratiques et à toujours prendre en compte l'intérêt du client. Je vous remercie. Merci Jean-Paul Mattei. La parole au rapporteur général. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la fermeture unilatérale d'un compte bancaire est une décision qui peut avoir des conséquences lourdes pour les particuliers et aussi pour les commerçants, les associations, voire les entreprises. Il est anormal qu'une banque puisse mettre fin à une relation bancaire sans explication. Cette proposition de loi introduit plus de transparence et d'équilibre dans la relation entre les banques et leurs clients en imposant aux établissements de motiver toute décision de fermeture de compte dans un délai de 15 jours ouvrés sur un support écrit ou durable. Elle permettra donc aux usagers de mieux comprendre les raisons de leur exclusion et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, voire de faire un contentieux ou de saisir le médiateur. On y reviendra tout à l'heure. Le texte limite les fermetures de compte en interdisant les motifs liés à l'absence de rentabilité, au refus d'une modification de convention bancaire ou des retraits jugés trop importants. Par parenthèse, les contrats d'ouverture de compte sont des contrats d'adhésion. Monsieur le rapporteur l'a évoqué dans son propos. Il y a fort rarement des négociations, sauf avec des très grandes entreprises qui négocient certaines conditions particulières. Mais il allonge donc le délai de préavis pour les Français de l'étranger afin de leur donner le temps nécessaire pour trouver une solution alternative. Est-ce une bonne idée, mes chers collègues? Et est-ce que c'est une idée justifiée? Nos collègues, nos compatriotes français de l'étranger ne sont pas forcément les plus modestes de nos concitoyens. Donc pourquoi faire un régime dérogatoire? On y reviendra dans les amendements de monsieur le rapporteur.
Aux inquiétudes concernant la liberté contractuelle, l'augmentation des contentieux, encore l'articulation du dispositif avec les moyens de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Notons que ce texte n'empêche pas les banques de résilier un contrat quand elles l'estiment nécessaire, qu'une information claire pourrait réduire les contestations de la clientèle et qu'il appartient aux autorités compétentes de veiller à ce que le dispositif ne mette pas en péril nos moyens de protection face aux réseaux dangereux. Donc cette proposition de loi va dans le bon sens, elle est inspirée de motifs tout à fait légitimes et s'inscrit d'ailleurs dans une continuité d'action de notre commission en matière de lutte contre l'exclusion bancaire et aussi pour le plafonnement des frais bancaires. Oui, j'avais fait une proposition en ce sens, qui hélas n'a pas débouché, mais on voit bien qu'il y a des préoccupations. Donc le groupe LIOPT apportera son soutien sous réserve des amendements que va défendre monsieur le rapporteur. Bon, on va passer aux orateurs de groupe. Bruno Clavet, qui souhaite la bienvenue au cette commission pour le Rassemblement national. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, avoir un compte en banque aujourd'hui est une nécessité absolue. Sans lui, impossible de percevoir un salaire, de payer un loyer, de régler ses factures ou de faire fonctionner une entreprise ou une association. Être privé d'un compte bancaire constitue donc un facteur majeur d'exclusion. Et pourtant, aujourd'hui, une banque peut fermer un compte unilatéralement du jour au lendemain sans justification et sans voie de recours. Cette décision brutale peut frapper un particulier, une entreprise, une association, un commerçant ou bien un agriculteur. La fermeture unilatérale d'un compte bancaire peut également frapper des partis politiques. Des élus locaux, parfois même des militants ou leurs conjoints, subissent de véritables persécutions de la part des banques. Ces pratiques constituent donc une entrave grave à l'exercice démocratique. Aucune autre entité privée ou publique ne bénéficie d'un tel pouvoir dans notre pays. Il est donc nécessaire d'apporter des réponses à ce problème. En cela, le texte qui nous est présenté aujourd'hui est un premier pas contre les fermetures abusives de comptes bancaires. C'est pourquoi le Rassemblement national soutient les mesures de transparence qui y sont proposées. Mais ce texte pourrait aller plus loin en prévoyant par exemple des sanctions financières pour les banques qui fermeraient de façon unilatérale et abusive un compte bancaire selon des critères définis. Il pourrait également prévoir la mise en place d'une contribution des banques privées pour financer la mission d'accessibilité bancaire de la Banque postale. En outre, au-delà de ces fermetures arbitraires, le rapport de force entre les banques et leurs clients est profondément déséquilibré. Par exemple, les frais bancaires explosent et sont parfois appliqués sans aucune justification. Les socialistes et les macronistes nous promettent depuis 2013 de s'y attaquer sans avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Les découvertes sont toujours surfacturées, et ce alors même que les établissements bancaires bénéficient d'une rentabilité record. Un chiffre pour illustrer cette manne financière, en 2023, les frais d'incidents bancaires ont généré environ 7 milliards d'euros de revenus pour les banques françaises. Le Rassemblement national souhaite donc mettre fin à toutes ces pratiques abusives en instaurant des plafonds clairs et encadrés par la Banque de France qui prennent en compte l'inflation et la réalité économique des Français. Nous voulons établir un équilibre dans les relations entre les banques et leurs clients pour que le système bancaire soit un outil au service de l'économie réelle. Je vous remercie. Merci. Qui pour Ensemble pour la République ? Merci, monsieur le Président. Les intentions de cette proposition de loi, nous les partageons évidemment entièrement. Mais on sera en revanche très vigilants sur les écritures qui sont proposées, parce que le risque, c'est évidemment que cette proposition de loi qui sert à protéger les consommateurs, les citoyens des fermetures abusives de comptes, ne finisse en réalité par alerter ceux qui sont soupçonnés de blanchiment ou de contribution au financement du terrorisme, des procédures judiciaires qui seraient prises à leur endroit. C'est le risque principal qu'on voit à l'article 2, puisqu'il contraint les banques à justifier d'une fermeture de compte, hormis ces deux cas. Et donc évidemment, s'il y a une fermeture de compte sans justification, ça alertera ces personnes-là qu'elles seraient sous le coup d'une enquête pour ces deux raisons. Ça exposerait aussi les banques à une grande difficulté dans leur signalement à Tracfin, puisque aujourd'hui, elles sont très à la pointe dans les signalements qui sont faits à Tracfin, notamment dans les enquêtes pour blanchiment ou de financement du terrorisme. Elles ne peuvent pas dévoiler à leurs clients, quand elles font un signalement à Tracfin pour des opérations suspectes sur leur compte, elles ne peuvent pas le faire, et pourtant elles devraient implicitement informer leurs clients qu'elles ferment leur compte pour ces raisons-là, puisqu'elles ne le justifieraient pas par ailleurs pour une autre raison. Donc nous sommes extrêmement attentifs aux propositions de rédaction qui sont faites par le rapporteur et qui nous paraissent absolument essentielles pour ces raisons vraiment de sécurité de nos concitoyens. En ce qui concerne l'article 1, je me range aussi aux arguments qui ont été déployés par à la fois le rapporteur Jean-Paul Mattei et par le rapporteur
générale, l'exception qui est faite pour nos concitoyens vivant à l'étranger ne nous paraît pas justifiée, elle ne nous paraît pas non plus conforme aux directives européennes. Et là aussi, nous soutiendrons la direction prise par le rapporteur. Merci. Aurélien Lecoq pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Il est temps de mettre, je crois, fin au régime des banquiers dans ce pays. Cette proposition de loi ne suffira certes pas à supprimer tous les abus qui sont ceux des banques qui sélectionnent de manière discrétionnaire leurs clients, s'engraissent sur le dos des plus pauvres, fraudent le fisc ou multiplient les investissements polluants. Mais c'est mieux que rien. Dans notre pays, avoir accès à un service bancaire est un droit. Mais voilà que de trop nombreuses banques décident de fermer des comptes bancaires sans avoir à ne rien justifier. Les pauvres dehors, en quelque sorte. Pardon, il faut dire que le profil du client est trop à risque. Comprenez, il ne rapporte pas suffisamment d'argent. Et tout ça, sans besoin de justification. C'est le régime du fric et de l'arbitraire. Pourtant, un compte en banque fermé du jour au lendemain, c'est des difficultés bien concrètes. Avant que, par exemple, la Banque de France permette l'ouverture d'un nouveau compte. Aujourd'hui, comment est-il possible de vivre ne serait-ce que quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois sans compte bancaire? Parce que oui, sans compte bancaire, pas de salaire, pas de pension de retraite, pas de remboursement de frais médicaux, par exemple, pas de paiement de loyer. Mais si c'était le seul abus des banques? Trop, c'est jamais assez pour un banquier. Je profite de cette intervention pour vous alerter, collègues, sur le fait que les mêmes ont augmenté leurs frais bancaires de 14% en 5 ans. Cette année encore, ils doivent augmenter de 5%. Dans un pays où les gens galèrent à manger, permettre aux banques de continuer à lever cette forme d'impôt privé est un pur scandale. Parce que les frais d'intervention ou de prélèvement qui frappent les Français les plus précaires ne sont rien d'autre que du racket. Et on parle là, ça a été rappelé, de 6,5 milliards d'euros pris chaque année sur 8 millions de Français. Alors ces banques qui se permettent de trier leurs clients en fonction de leurs revenus, bafouant leurs droits, je le rappelle, ont largement les moyens de faire, puisque les 5 plus grands groupes bancaires français ont réalisé 32,2 milliards d'euros de profit en 2024. Alors bien sûr, nous voterons probablement cette proposition de loi, que les banques, à minima, rendent des comptes de leurs actes à leurs clients et que cessent les fermetures abusives, mais il sera grand temps, mais il est urgent d'y revenir pour encadrer plus largement les pratiques des banques. Christine Pires-Beaune pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Cette proposition de loi, qui, je le dis d'emblée, est accueillie favorablement par notre groupe, est une des pierres à l'édifice d'un meilleur encadrement des pratiques des groupes bancaires. Nous nous réjouissons d'ailleurs que de nombreux travaux soient en cours et fassent fréquemment l'unanimité, comme lors des débats sur l'encadrement de la fraude des CumCum pratiqués par les banques ou lors des discussions pour l'encadrement des frais bancaires prélevés sur les successions. J'en profite ici pour rappeler d'ailleurs qu'en dépit de l'unanimité des deux chambres sur ces deux sujets, l'encadrement des CumCum reste en attente d'une décision du Conseil constitutionnel et à la merci des pressions sur le gouvernement des lobbies. L'encadrement des frais de succession est en attente d'une inscription à l'ordre du jour au Sénat. Je rappellerai aussi un point conceptuel qui me semble clé au moment où nous allons débattre du modèle d'affaires des banques. Ces dernières se rémunèrent 2 fois grâce à nos dépôts, une fois en prélevant des frais sur nos comptes, une seconde fois en utilisant notre argent comme ressource pour leurs opérations financières. Dès lors, à l'avenir, si pour protéger les plus précaires, nous venions à très légèrement encadrer non seulement les clôtures de comptes, mais aussi les frais bancaires, nous n'affecterions qu'une toute petite partie des revenus des banques. Aujourd'hui, dans le cadre des discussions sur les clôtures abusives de comptes, le groupe socialiste et apparenté sera attentif à 3 éléments. Premièrement, que le texte issu des débats soit bâti pour protéger en premier lieu nos concitoyens les plus vulnérables et non uniquement rédigé pour protéger les personnes politiquement exposées. Deuxièmement, que le texte ne soit pas détricoté en raison d'un prétendu risque concurrentiel pour les banques françaises. Celles-ci opèrent à l'abri d'un oligopole très rentable. Il y a un risque de fuite des clients à l'étranger faible, voire nul. Enfin, nous formulons le vœu que les complexités, elles sont réelles, techniques, liées à des cas exceptionnels, je pense ici aux problématiques TRACFIN, soient approchées avec rigueur, mais sans remettre en cause l'objectif du texte, c'est-à-dire protéger les plus vulnérables face aux abus de certains groupes bancaires. Je vous remercie. Philippe Juvin pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. L'objectif de cette proposition de loi est évidemment louable. Nous nous posons toutefois un certain nombre de questions et nous interrogeons sur notre vote. On va évidemment regarder avec intérêt les discussions et les amendements qui seront
retenues. Quelle est l'ampleur réelle du phénomène? Est-ce que notre droit ne contient pas déjà un certain nombre de protections? Et sur le fond, la PPL ne tourne pas en l'état, et c'est pour ça que nous sommes très intéressés, monsieur le rapporteur, par les amendements que vous allez proposer. Et nous attendons donc un certain nombre d'éclaircissements de votre part. Si je puis me permettre, puisque j'ai le micro, monsieur le rapporteur, et sans du tout minimiser évidemment l'importance du texte que vous portez, permettez-moi de vous dire que j'ai le sentiment que nous passons des heures à débattre de textes sur la vie quotidienne, à peaufiner des détails quasi réglementaires, et pendant ce temps-là, le monde autour de nous tourne de plus en plus vite, l'histoire s'accélère. Et j'ai regardé les propositions de loi que nous sommes en train de discuter. Nous discutons du frelon asiatique, nous discutons de l'accès au travail des demandeurs d'asile, de la fermeture des comptes en banque. Et je pense que ce n'est pas en réglant le millimètre de chaque norme du quotidien que nous protégerons nos concitoyens. Et est-ce qu'ici, en commission des finances, nous n'aurions pas mieux à faire, en particulier de nous poser les questions des conditions de la sauvegarde du pays, et chacun parle de réarmement absolument nécessaire. La première condition du réarmement, c'est la baisse de la dépense publique, c'est la baisse de la dette, c'est la réallocation des ressources, et je préférais que nous ayons ces débats-là plutôt que d'autres qui me paraissent moins prioritaires compte tenu des événements mondiaux auxquels nous assistons. Enfin, d'accord. Vous admettrez avec moi que je n'ai pas le moyen de contrôle sur les PPL qui arrivent dans cette commission, donc voilà, et je ne vais pas la revendiquer. Voilà. Non, je sais bien, mais j'explique le sujet. Le groupe écologiste, qui prend la parole? Monsieur Rhône. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je voulais peut-être introduire mon propos en disant que j'étais en accord avec la dernière remarque et en accord aussi avec les explications formulées par Monsieur le Président. Mais en début de ce contexte, nous avons à observer cette proposition de loi et je veux souligner au nom du groupe écologiste et social le fait que cette proposition de loi constitue à nos yeux une première avancée permettant de corriger une asymétrie de droit qui est aujourd'hui en faveur des banques et en défaveur de nos concitoyens, et d'instaurer des règles de transparence. Nous dénonçons notamment le fait que les fermetures à la discrétion des banques leur permettent surtout de pouvoir se séparer des comptes fragiles ou qui n'offrent d'ailleurs qu'une rentabilité faible, sans avoir à se justifier, plongeant ses clients dans des situations de détresse pour trouver une autre banque. Cela pose également un problème pour les banques qui assurent un rôle de service public auprès des clients exclus du système bancaire, en particulier la banque postale, qui se trouve en première ligne face au désengagement des autres établissements de crédit. Dans sa version initiale, cette proposition de loi n'offrait qu'un simple droit à l'information. Cette nouvelle version proposée permettra de lutter véritablement contre les fermetures abusives des comptes bancaires grâce au travail de nos collègues sénateurs des groupes de gauche que je souhaite remercier. Toutefois, nous regrettons que cette loi n'aille pas assez loin et ne s'inscrive pas dans une démarche plus large de régulation du secteur bancaire. Il est à nos yeux indispensable de lutter contre la cherté des services financiers, la France étant parmi les pays d'Europe avec les frais bancaires les plus élevés. En 2018, l'UFC Que Choisir estimait que le montant des frais bancaires facturés était de 6,7 milliards d'euros et évaluait la marge moyenne réalisée sur les incidents bancaires à environ 86%. Tôt ou tard, il faudra donc que nous revenions sur ce travail pour davantage d'inclusion financière. Conclure en disant que nous soutiendrons cette proposition de loi, mais également tous les amendements de nos collègues allant dans le sens de plus de régulation et pour plus d'inclusion. Merci. Marina Ferrari. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le texte d'initiative sénatoriale examiné ce jour a un objectif simple qui est celui de lutter contre les fermetures abusives des comptes bancaires. Actuellement, vous le savez, une banque peut unilatéralement fermer le compte d'un client à tout moment, moyennant tout de même un préavis d'au moins 2 mois. La banque n'est donc pas tenue de justifier sa décision de résiliation, ce qui expose le client à une forme d'arbitraire et peut susciter chez lui une réelle incompréhension. Les associations de consommateurs confirment d'ailleurs que les fermetures de comptes sont souvent mal comprises par les clients et peuvent, dans certains cas, donner lieu à des abus, même s'il n'existe pas en état de données chiffrées, ce qui est tout de même regrettable. Face à cette problématique, nos collègues sénateurs ont donc construit une solution à 2 étages qui constitue le cœur de l'article 2 de ce texte. D'abord, obliger les banques à fournir de manière automatique le motif de la résiliation, sauf si cela contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public, et introduire 3 motifs d'interdiction de résiliation évoqués par le rapporteur général. Bien que louable, à notre sens, ce texte présente des risques sérieux d'insécurité juridique sans parfaitement remplir son objectif initial. En effet, l'obligation de justification
exclusion, même limitée par le Sénat, pourrait conduire à une forme de divulgation en négatif pour les clients qui ont fait l'objet d'une déclaration de soupçon, auprès de Tracfin, par exemple. Ça a été évoqué par notre collègue David Amiel. De plus, interdire la résiliation si elle résultait d'un refus par le client d'accepter une modification de la convention porte une atteinte excessive à la liberté contractuelle. Alors, face à ces difficultés, le rapporteur Mattei nous propose une solution équilibrée que nous soutiendrons. Elle permettra de qualifier précisément ce que constituerait une fermeture de compte abusive, tout en donnant la possibilité aux clients qui pensent subir l'arbitraire de saisir le médiateur de l'établissement bancaire pour vérifier que son compte n'a pas été fermé de manière illégitime. C'est tout l'enjeu de la problématique qui est soulevée par ce texte. Aussi, si ces amendements sont adoptés, alors nous soutiendrons bien évidemment ce texte. Je vous remercie. Félicie Gérard. Merci, Monsieur le Président. Nous examinons ce matin la proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires. Je souhaiterais tout d'abord remercier notre rapporteur, Jean-Paul Mattei, pour ses explications sur la portée et les limites du texte. Ce texte présente une idée intéressante et légitime de vouloir améliorer la transparence et l'information des clients en cas de résiliation de compte par une banque. Cette initiative permet de mettre en lumière une problématique et les pistes envisagées pour y répondre vont dans le sens d'un dialogue nécessaire entre les acteurs du secteur bancaire et les pouvoirs publics. Cependant, en l'état, elle nous semble comporter de nombreuses limites. La plus importante est que ce texte semble ne pas mesurer les conséquences d'une telle réforme sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Telle qu'adoptée par le Sénat, la PPL ne prend pas en compte cette problématique. Chacun comprend que la banque ne peut fournir de motifs en cas de déclaration de soupçon de blanchiment ou de financement illégal. Les banques jouent un rôle crucial dans ces combats et leur capacité à fermer un compte suspect sans en révéler la raison est une pierre angulaire de notre dispositif de renseignement financier. À titre d'exemple, en 2023, les établissements de crédit ont été à l'origine de 53% des déclarations de soupçons transmises à Tracfin. C'est donc l'efficacité même du dispositif de lutte contre le blanchiment qui se retrouverait possiblement diminuée par ce texte. Avant d'agir, il nous semble donc indispensable d'objectiver la situation. Les résiliations de comptes de dépôt par les banques ne sont pas encore un sujet documenté. Il n'est ainsi pas possible de distinguer ce qui relève de la politique de gestion du risque ou de la politique commerciale. Et il n'est pas davantage possible d'apprécier si le phénomène est important ou marginal. C'est pourquoi nous appelons à la prudence sur ce texte et les risques indirects qu'il comporte. Améliorer l'information des clients est un enjeu essentiel, mais il ne doit pas se faire au détriment de principes de droit ni de l'efficacité de nos dispositifs de lutte contre la fraude et le terrorisme. Les débats que nous allons avoir et les propositions du rapporteur devront venir éclaircir les nombreux points d'ombre qui existent encore. Les députés Horizon et indépendants détermineront donc leur vote en fonction de l'issue de nos débats. Et je finirai par dire que je suis complètement en phase avec la prise de parole de notre collègue Philippe Juvin. Merci. Qui pour l'IOT? Non, d'accord, pas de problème. Merci. GDR, Nicolas Sansu. Oui, merci Président. Juste un petit mot d'abord pour dire évidemment que c'est un sujet majeur, notamment pour la protection de nos concitoyens les plus fragiles et que je remercie Jean-Paul Mattei d'avoir repris cette proposition de loi qui nous vient du Sénat, qui a été d'ailleurs grandement améliorée au Sénat, avec un sujet très important qui est l'initiative de la motivation de la fermeture, parce que c'est bien ça l'enjeu majeur, c'est-à-dire est-ce que c'est à l'usager, au titulaire du compte en banque, de demander pourquoi l'on ferme, ou bien est-ce que c'est à la banque d'expliquer pourquoi elle ferme le compte. Et je trouve que si nous revenions sur l'initiative de la fermeture de ce compte, ça ferait que le texte serait quand même largement amputé de son efficacité, même si c'est la possibilité de saisir le médiateur pour savoir. Et j'ai une petite question à monsieur le rapporteur. On nous dit que c'est une question notamment par rapport à la sécurité et à la suspicion de blanchiment ou de financement de terrorisme. Combien de fermetures ont lieu dans ce cadre-là par rapport au nombre de fermetures totales? Parce que c'est bien ça le sujet. Et puis, ces gens-là auraient quand même une lettre pour saisir le médiateur. À partir du moment où ils auraient saisi le médiateur et qu'il n'y aurait pas de réponse, est-ce que ça ne voudrait pas dire la même chose? Donc, sincèrement, si on pouvait rester le plus près possible du texte issu du Sénat, le groupe GDR en serait très heureux et voterait avec enthousiasme ce texte. Bien, un petit mot de ma part. Juste une réaction par rapport à ce que disait Philippe Juvin sur, en gros, le fait qu'on ne parlerait pas des grandes questions. Je pense qu'on parlerait
des grandes questions dont vous parlez, la dette et autres, encore plus facilement si on votait le budget, si on allait jusqu'au bout du vote avec les amendements. Je pense que ça serait effectivement des débats et que malheureusement, pour des raisons qu'on connaît, on est un peu amputé de ça depuis quand même maintenant 2022. Voilà, c'était le point. Et deuxième sujet, là par contre où j'ai un avis contraire, je crois que c'est une... Alors non, je ne vais pas dire que c'est ne pas connaître, je suis sûr que vous le connaissez, ne serait-ce qu'en tant que personne politiquement exposée, parce que vous savez qu'à certains moments, cette fonction-là fait que vos enfants, vos petits-enfants, vos associés éventuellement d'entreprise peuvent se retrouver avec des fermetures de banques non justifiées uniquement par rapport à cette question. Bon, donc je pense que vous le connaissez, mais c'est un sujet, la question de la fermeture des comptes, c'est un sujet qui est de quotidien absolument terrible pour des millions de nos concitoyens. Bon, et y compris pour des entreprises. Moi, je l'ai vécu en tant qu'entreprise, avec des non justifiés qui ont, à mon avis, des conséquences absolument lourdes. Donc je trouve ça plutôt bien qu'on ait une PPL de ce point de vue-là. Donc moi, je partage les objectifs de la PPL. J'ai juste les mêmes remarques que David Amiel, mais peut-être que c'est venu aussi des alertes qu'on a eues de la Banque de France. Enfin, en tout cas, moi, je les ai eues de la Banque de France là-dessus, sur effectivement les problématiques qui pourraient se poser par rapport notamment à Tracfin, sur lesquelles, effectivement, il faut être vigilant pour les opérations illicites. Mais au nom de potentielles opérations illicites, parce que, très sincèrement, le fait, par exemple, des personnes politiquement exposées, c'est bien ça qui est des fois subodoré. Il ne faut pas non plus qu'on se retrouve, finalement, avec un bon vouloir des banques qui peuvent fermer ou pas un compte sans, finalement, que c'est... qui est le moindre risque. Voilà. Donc je pense que de toute façon, votre PPL est bienvenue de ce point de vue-là. Je peux intervenir? Oui, je voulais simplement... moi, je suis convaincu que ce texte est vraiment utile et nécessaire. Alors, effectivement, dans le contexte actuel, mais on subit un calendrier législatif. C'est une PPL qui a été adoptée au Sénat. On la reprend dans le cadre de l'Assemblée nationale. C'est la continuation de nos travaux. Bien évidemment, on a conscience de l'accessoire et l'essentiel. On est tout à fait lucide aussi. Je voudrais faire cette remarque à l'égard de notre collègue Juvin. Répondre sur les éléments statistiques, on n'a pas d'éléments statistiques par rapport à ça, notamment par rapport à Tracfin. Je dirais, dans ma vie intérieure, j'ai connu aussi toute la démarche des déclarations de soupçons et toutes les limites que l'on peut avoir, puisqu'on ne peut pas divulguer, on ne peut rien dire par rapport à ça. Donc ça pose certaines difficultés. Et quand je me suis saisi de ce texte, quand on l'a analysé, je me suis rendu compte qu'il ne tournait pas totalement et que le but, c'est que ce texte soit utile, efficace et qu'il marche. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé une réécriture de l'article 2, tout simplement parce que le médiateur qui sera saisi, d'abord, on met un peu d'humain et de relation, parce que moi, je veux bien qu'on donne des explications, mais il ne faudrait pas que ce soit des explications automatisées que l'on envoie aux clients et que on subit trop les contrats d'adhésion en matière d'ouverture de compte bancaire. Personne ne lit la petite ligne et le petit alinéa, et ça pose des problèmes. Par contre, c'est vrai que ce texte a été enrichi au Sénat, notamment par les Verts, les communistes aussi, qui ont mis des bornes. Et moi, j'ai essayé dans la réécriture de dire que le médiateur, il devra s'assurer que cette fermeture n'est pas liée à la qualité du client, à la fois parce que c'est un client peu intéressant, et en même temps parce que c'est un client qui est exposé politiquement, même si on ne doit pas faire un texte pour nous, c'est toujours assez gênant, même si on ne peut pas ignorer les conséquences négatives que ça peut avoir. Ensuite, le médiateur regardera si la fermeture du compte n'a pas des effets collatéraux sur d'autres relations contractuelles qu'a le client avec la banque, ce que ne souligne pas le texte dans sa version initiale. Donc, je vous invite, mes chers collègues, à examiner la rédaction, la proposition que je fais de réécriture de l'article 2, parce qu'à mon avis, il envoie un signe à l'ère de l'intelligence artificielle, des relations complètement déshumanisées. On remet au cœur du problème l'humain, et notamment à travers, je dirais, un médiateur qui, lui, sera une personne physique qui répondra au client qui est sanctionné par cette fermeture abusive. Voilà, ça remet un peu d'humain au milieu de tout ça, et je pense que c'est une bonne piste à explorer. Voilà, je vous invite donc, on va examiner les amendements. J'aurai des avis négatifs sur les amendements, sur les délais, puisqu'il n'y a pas de raison que l'on ait des délais complémentaires par rapport à des clients en fonction de leur situation géographique. Par contre, je vous rappelle que la saisine du médiateur pourrait amener le délai à 3 mois,
et non pas à 2 mois, donc ce qui permettrait aussi quand même d'avoir un peu plus de temps pour se retourner. Voilà, donc je comprends qu'on ait envie de faire un conforme ou peut-être essayer d'adopter le texte en l'état qui vient du Sénat, mais il me semble que l'effort de réécriture vise à sécuriser ce dispositif qui me semble très utile pour nos concitoyens. Bien, on va passer aux amendements, avec un premier amendement pas banal, puisque celui du rapporteur qui consiste à supprimer un article. Oui, alors c'est un amendement qui vise à supprimer l'article 1, qui a fait été rajouté au Sénat, qui a ramené le délai de 2 à 4 mois pour les comptes pour les étrangers, tout simplement pour être logique avec la réécriture que je propose à l'article 2 par rapport à ce délai. Et puis ensuite, on a un petit risque de conformité de notre droit par rapport aux règles européennes, puisque ce sont des règles qui sont fixées au niveau européen, des délais de 2 mois. Donc là, on sait très bien que quand on s'écarte de ces règles, et notamment sur la hiérarchie des normes, on prend un risque d'efficacité du texte. Voilà. Donc je propose, je dirais, la suppression de l'article 1, mais en écho avec l'adoption de la réécriture de l'article 2. Monsieur Labaronne. Non, il n'est pas là. D'accord. Monsieur le rapporteur général. Oui, favorable. On combat tous les surtranspositions. En voilà un bel exemple. Mme Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président. J'interviens à ce moment parce que s'il est adopté, effectivement, il fera tomber les suivants. Moi, je partage l'objectif de Monsieur Mattei sur le fait de ne pas faire de dichotomie entre les publics, enfin, selon le lieu de résidence. Je le partage tout à fait. Mais plutôt que de réduire à 2 mois au titre de cet argument, moi, je préférerais l'allonger et avoir un délai de 4 mois pour tout le monde. Pour tout le monde. Et je considère que quand on protège le consommateur, on est dans la surtransposition positive et non pas négative. Donc du coup, ça vaut un contre la suppression, c'est ça? Est-ce qu'il y a un pour? Est-ce qu'il y a un pour les amendements? Monsieur Lahaye. Très succinctement, parce que l'amendement l'article 1er réécrit au Sénat qui élargit à 4 mois le délai pour les personnes résidant à l'étranger tombe aussi à la faveur de l'adoption de l'amendement de monsieur Mattei. Et je voulais simplement souscrire à l'intervention précédente de Mme Pires-Beaune pour dire que qu'au regard des enjeux qui sont posés à l'ensemble des Françaises et des Français, quel que soit leur lieu de résidence, nous souscrivions à l'amendement de Pires-Beaune et donc on était défavorable à l'amendement du rapporteur. D'accord. Okay. Juste pour bien éclairer les débats, si je comprends bien, c'est un refus de la suppression en faveur de l'amendement qui va suivre après de Mme Pires-Beaune. C'est juste pour bien comprendre. Monsieur Mattei. Oui, non, mais écoutez, moi, je vais continuer à défendre mon amendement de suppression. Je rappelle qu'on a quand même des règles européennes qui nous parlent de 2 mois et non pas de 4 mois. Donc, ne prenons pas de risque, je dirais, d'interprétation et de surtransposition. Donc, je maintiens la nécessité d'adopter cet amendement et on va rebondir ensuite sur la réécriture de l'article 2. Et j'ai bien conscience que cet amendement aurait pour conséquence, s'il était adopté, de faire tomber les autres amendements sur l'extension du délai pour l'ensemble des personnes. Mais, encore une fois, la réécriture de l'article 2 permet d'aller jusqu'à un délai de 3 mois. Qui est pour l'amendement de suppression? Qui est contre? Ouais. 22, amendement pas adopté. On passe au 22, justement. On passe au 22, l'amendement 22. L'amendement en question était un amendement que j'ai expliqué à l'instant, qui proposait de passer de 2 mois à 4 mois le délai pour les personnes résidant à l'étranger, mais je préfère le retirer au profit des amendements suivants. Non, il n'a pas été adopté. Il n'a pas été adopté. 22, il n'est pas adopté. Conseil égalité. Monsieur Mattei. Je vais donner un avis défavorable, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est dans le cadre... Il est retiré. Ah, il est retiré. Pardon, excusez-moi. On passe aux amendements identiques. Donc, Mme Pires-Beaune. Rapidement, puisque je l'ai présenté tout à l'heure, c'est
En raison effectivement de traiter l'ensemble des détenteurs de comptes bancaires, quel que soit leur lieu de résidence, c'est d'avoir un délai de préavis, non pas de 2 mois, mais de 4 mois pour tout le monde. Considérant que 4 mois, ce n'est pas un délai très long non plus, et que pour les personnes vulnérables, j'entends bien, moi c'est surtout celle-ci qui m'intéresse. Il y a effectivement le texte à l'origine, il est lié aux personnes politiquement exposées, notamment suite à la déconvenue qu'avait eue M. Folliot avec une association. Et je le comprends. Mais il y a aussi toutes les personnes vulnérables. Et je déplore, comme M. Mattei, je déplore ce manque d'information qui aujourd'hui nous fait légiférer à l'aveugle. On ne sait pas combien de comptes sont clos, on ne sait pas pour quelles raisons, on ne sait pas combien sont liés au blanchiment ou pas. Néanmoins, un délai de 4 mois, c'est un délai qui me semble-t-il raisonnable. Et encore une fois, quand on surtranspose pour protéger le consommateur, je considère qu'on fait œuvre utile. Monsieur Sansu. Excellemment défendu par ma collègue Christine Pires-Beaune. C'est le même amendement. Et j'ai un sous-amendement 26. Monsieur Lahaye. Oui, c'était un sous-amendement qui proposait de dire que les délais pouvaient être augmentés par l'arrêté du ministre de l'économie. Monsieur le rapporteur, sur ces 2 amendements identiques et ce sous-amendement. Alors, je suis défavorable au sous-amendement, mais je voudrais revenir aux amendements principaux. Là encore, on est sur le rallongement des délais et on a un problème de surtransposition de la directive européenne sur les moyens de paiement, laquelle prévoit un délai minimal de 2 mois. Donc, cette extension n'est pas justifiée. Puis ensuite, si on a un dysfonctionnement lié à des comportements, je dirais, qui pourraient déclencher des déclarations de soupçons et autres, on va permettre à un compte de fonctionner 2 mois de plus. Donc, au lieu d'être à 3 mois, on sera sur 4 mois. Donc, pour moi, il y a un risque, je dirais, important de réactivité et d'éviter des problèmes. Voilà, donc je comprends, mais je pense que 2 mois plus, encore une fois, je vais défendre ma réécriture de l'article 2 sur la saisie du médiateur. Je pense que là, on a les moyens de se retourner, de vérifier, d'échanger avec le médiateur, de voir pourquoi le compte a été fermé pour les personnes vulnérables et autres. Voilà. Donc je suis défavorable à ces amendements, aux sous-amendements et à ces 2 amendements. Des réactions? Oui. Monsieur Tanguy. Oui, merci, Monsieur le Président. On viendra en soutien du sous-amendement et de l'amendement de Mme Pires-Beaune, qui a parfaitement raison dans son argumentaire. D'ailleurs, bon, le point souligné sur le fait qu'on va à l'aveugle est en fait caractéristique de l'importance pour le lobby bancaire de préserver ce privilège exorbitant qui n'a absolument pas lieu d'être et contre lequel il faut lutter fermement et définitivement. J'ajoute que 4 mois, en fait, c'est en fait peu. Quand on voit à quel point les banques résistent au transfert de compte, à quel point, même quand la Banque de France exerce le droit au compte, les banques ne veulent pas donner les droits minimums aux clients. Donc en fait, 2 mois, c'est très court si on a des prêts immobiliers, si malheureusement on a un prêt à la consommation, le transfert de toutes ces formalités, et tout est fait pour empêcher le client d'exercer ses droits par les banques. Les banques ne veulent pas se refiler le bébé, et donc c'est extrêmement pénible de transférer un compte, y compris pour les personnes qui ont des moyens. Et c'est là on voit à quel point le lobby bancaire veut préserver ce privilège exorbitant. Donc 4 mois, c'est vraiment minimum en fait pour pouvoir tout simplement transférer ses comptes dans de bonnes conditions et ne pas non plus céder aux conditions que la banque qui est désignée pour reprendre votre compte veut vous imposer. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'en fait, quand vous n'avez pas le choix pour transférer votre compte dans l'urgence, eh bien, vous devez accepter tout et surtout n'importe quoi. Merci. Christine Pires-Beaune. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ajouterai en argument supplémentaire que, puisqu'on n'a pas adopté l'amendement de suppression, si on n'adoptait pas ces amendements, on garderait dans le texte une dichotomie selon le lieu de résidence, et pour le coup, ce serait totalement illégitime, me semble-t-il. Qui ? Mme Ferrari, excusez-moi. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, moi, je trouve que ces amendements de prolongation du délai de préavis, comme l'a évoqué Monsieur le rapporteur, viennent fragiliser le texte au regard de la réglementation européenne. Alors, on nous dit que c'est une surtransposition positive en opposition à une surtransposition négative. Enfin, ça reste une surtransposition et on passe notre temps ici à nous plaindre de textes, soit de textes inintéressants, comme le disait notre collègue Juvin, soit de surtransposition. Un peu de cohérence ne nous nuirait pas pour une fois. Je vous remercie. Benjamin Dirks.
Oui, Monsieur le Président. Non, juste pour la clarté des débats, on a recompté 10 fois depuis tout à l'heure et sans prendre en compte les entrées depuis le premier vote. Et on était en fait pas 22, mais 23 qui avaient voté pour l'amendement Mattei et 22 contre. Ce qui pose quand même un souci, il me semble. Je sais pas, écoutez, mon rapporteur a compté attentivement. Je me vois mal remettre en question son vote après, quoi. Non, mais vous avez raison de le souligner. Vous l'auriez fait avant, j'aurais fait revoter, du coup. Il fallait le temps de compter. Là, maintenant, j'y peux rien, quoi. Voilà. Oui, non, mais même peut-être ce matin, d'ailleurs. Même peut-être ce matin, parce que j'ai vu qu'il y avait eu des mouvements depuis, par contre. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des remarques comme ça, hein, moi, j'ai pas de problème à faire revoter, mais je peux pas le faire avec plusieurs amendements après, quoi. Surtout qu'il y a déjà eu des allers-retours dans la salle, quoi. Voilà. Excusez-moi, oui. D'autres réactions, pardon, sur le fond? Non? Monsieur le rapporteur, il y a encore un mot? Non, mais j'entends le rallongement du délai. Moi, je dis simplement, on crée des insécurités juridiques et autres, et il y aura peut-être des actions que je regretterai. Hein. Moi, 2 mois, 4 mois, j'entends que ça peut être court 2 mois. Encore une fois, par expérience, je pense que l'échange avec une personne physique dans lequel on va pouvoir débattre plutôt que l'espèce imprimée, dans lequel on aura une motivation, effectivement, on pourra toujours faire des recours. Franchement, je crois qu'on gagnerait à maintenir les échanges. Ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire que si on est sur la réécriture de l'article 2 tel que je le souhaiterais, ça porterait le délai de 4 à 5 mois quasiment avec l'intervention du médiateur. Bon, j'espère qu'on essaiera d'avoir une écriture beaucoup plus stable dans le cadre du débat dans l'hémicycle. Voilà, bon, j'entends les discussions. En 2 mois, on peut très bien faire ce qu'on pourrait faire en 4 mois. Voilà. Bon, allez, on va passer au vote avec tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Non, ça va arranger les affaires de ceux qui... Sous-amendement 26, qui est pour? Qui est contre? Pourquoi tu peux pas voter? Ah oui, non, si tu as switché, tu peux pas. C'est bien, il est honnête. Oui, bien sûr. Mais il regarde. Merci à Monsieur Labaronne de son honnêteté, même si les administrateurs, on l'a dit. Ça fait quoi? 24-23. Vous êtes sûr, hein? 24 pour l'amendement, 23 contre, c'est ça? Oui. D'accord. 24-23. Alors, donc amendement adopté. On passe le sous-amendement. On passe à l'amendement ainsi sous-amendé. Donc, qui est pour? Qui est contre? Ah, mais t'es pas là, je te dis. Comment elle est sortie, tant pis. C'est rejeté, tout ça. C'est rejeté? Rejeté. Bien, on passe au vote de l'article 1er. Qui est pour? Qui est pour l'article 1er? Comment?
Voilà, attendez, je recommence. L'article n'a pas été supprimé, l'amendement n'a pas été adopté, il reste quand même un texte dans l'article, donc qui est pour l'article 1er. Qui est contre. Voilà, donc l'article 1er est rejeté, ce qui revient au même que la suppression tout à l'heure. Allez, on passe... Monsieur Labaronne, amendement de suppression. Oui, merci, merci Monsieur le Président. Un amendement de suppression parce que la disposition qui nous est proposée dans cet article est une disposition quand même curieuse. Et je voudrais attirer votre attention sur cette affaire, parce qu'en définitive, il s'agit de demander aux banques d'informer, de donner les explications pour lesquelles elles auraient fermé un compte à tout le monde, à tous ceux qui sont concernés par la fermeture d'un compte, sauf les terroristes. Donc, à contrario, celui qui verra son compte fermé et qui n'aura pas d'informations saura qu'il est repéré comme terroriste ou comme blanchisseur d'argent sale. Je trouve que c'est quand même une disposition très très curieuse. Et donc, je crois impérativement qu'il faut supprimer cet article. Enfin, je crois que toutes les personnes sensées peuvent comprendre que c'est un message qui sera envoyé aux terroristes ou à ceux qui blanchissent de l'argent. On ne vous informe pas, alors que tout le monde doit l'être, parce que vous êtes dans la catégorie de ceux qu'on ne doit pas informer parce que vous êtes un terroriste. Donc vous savez que vous êtes terroriste, vous êtes repéré, et donc vous allez pouvoir vous échapper. Enfin, je trouve que... Mais si, lisez la disposition. Non, non, moi, j'ai pas de... Il n'y a pas d'enjeu politique sur cette question-là. C'est simplement la lecture de l'article qui conduit logiquement à cette constatation. Donc, je ne comprends pas, mais vraiment, je ne comprends pas comment on a pu rédiger un article pareil. C'est un message, en termes de théorie de l'information, c'est un message, mais d'une simplicité biblique, merci, si je puis me permettre. Au point où on en est. Pas biblique, je retire. Radical de gauche, c'est embêtant. Voilà. Donc, je souhaite la suppression de cet article. Monsieur le rapporteur. Oui, j'entends, monsieur Labaronne, vos réticences sur la rédaction du texte. Je l'ai déjà souligné tout à l'heure, mais vous n'avez pas pu entendre mon exposé, mais vous m'aviez prévenu de votre retard, il n'y a pas de problème. Je vous invite à vous pencher sur la proposition de réécriture de cet article 2, qui prend en compte justement ces imperfections, qui essaye, et je le dis avec beaucoup de modestie, qui essaye de retrouver un peu une convergence en mettant au centre du dispositif un médiateur qui pourra servir en quelque sorte de forme d'amortisseur pour pouvoir donner des explications. Moi, je pense que ce texte est nécessaire, il est utile. Je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos introductifs. Donc, je suis défavorable à, bien évidemment, votre amendement de suppression de l'article 2. Et je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention la proposition de réécriture de cet article 2 que je vais proposer dans l'amendement qui suit. Donc, demande de retrait, si c'est possible, ou je donnerai un avis défavorable. Vous le maintenez, Daniel, vous le maintenez? Alors, Monsieur le Président... Non, non, c'est pas... Oui, je maintiens. OK. David Guiraud, je vous redonnerai la parole. Micro, vous... Non, mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas dans les arguments avancés par le collègue Labaronne, c'est que dans tous les cas, les terroristes peuvent se faire fermer leur compte bancaire. Vous croyez vraiment que quelqu'un qui mène des activités terroristes et qui se fait fermer son compte bancaire avec ou sans argument se dit pas qu'à un moment il est soupçonné? Donc je ne vois pas ce que ça change à la réalité des faits, cette proposition de loi. Un terroriste qui se fait fermer son compte bancaire va se dire il y a quand même un problème avec ou sans cette loi. Daniel Labaronne.
Moi, je considère que la rédaction issue du Sénat est de nature à affaiblir l'action commune des autorités, des banques, de Tracfin, dans la lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. En l'état, l'unique exception à l'obligation de justification de la décision de résiliation permettrait, par un raisonnement a contrario, à la personne concernée de déduire qu'une fermeture de compte non motivée résulte d'un soupçon lié à ces infractions. Une telle situation risquerait d'alerter les individus visés, leur offrant ainsi la possibilité de dissimuler des éléments de preuve. Enfin, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Enfin... Allez, on passe au vote. Qui est pour l'amendement de suppression? Allez, mais il faut... Mais pourquoi vous êtes pour ça? Vous n'êtes pas contre ça? Et Daniel Labarole, je crois que vous votez toujours pas. Ah bah non, j'ai pas le droit de voter, monsieur Valls. Pardon. 15. Qui est contre? Rejeté. On passe à l'article 2, amendement de monsieur Maty. Bien. C'est ma donc proposition de réécriture de l'article 2. Tel qu'il a été adopté au Sénat, l'article 2 présente des risques sérieux d'insécurité juridique, je l'ai dit tout à l'heure, et ne répond pas totalement au souci de concilier la motivation systématique par la banque qui procède à la résiliation des obligations qui lui incombent au motif de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais pas que. En effet, la motivation systématique, sauf si celle-ci contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public, conduira à une forme de divulgation négative de la part des banques des soupçons qui pèsent sur leurs clients lorsque celui-ci ne se voit notifier aucun motif de résiliation. D'autre part, il est clair que l'interdiction stricte de certains motifs de résiliation constitue une atteinte excessive à la liberté contractuelle. La convention de compte courant est un contrat intuitu personae. Le co-contractant doit toujours pouvoir mettre fin à la relation s'il n'y a pas plus convenance. Je propose donc de réécrire cet article 2 avec la possibilité de saisir le médiateur de l'établissement, et cela conformément au code monétaire et financier. La saisine du médiateur qui doit rendre sa décision sous 1 mois prolonge le préavis de 2 mois déjà prévu. Le rôle du médiateur consisterait alors à s'assurer que la relation intervient pour un motif légitime sans qu'il soit tenu eu égard aux exigences de confidentialité précédemment évoquées d'en révéler le motif précis. Il appartient donc au législateur de caractériser ce motif légitime et regarder comme abusive une résiliation dont le seul motif serait l'absence de rentabilité du compte, soit des lourdeurs administratives de la gestion de certains profils de clients, en particulier français de l'étranger, et les personnes politiquement exposées et leurs proches pour lesquels les procédures de due diligence peuvent être perçues par les banques comme excessivement contraignantes. Donc, et je propose également que ma rédaction veille également à soumettre les établissements de paiement et non seuls les établissements de crédit à ce nouvel encadrement de la résiliation unilatérale. Donc je vous invite à voter cet amendement. J'insiste, la saisine du médiateur, le médiateur est encadré dans sa démarche, il doit vérifier, et notamment vérifier également si la conséquence de la fermeture de ce compte n'a pas des conséquences sur d'autres relations contractuelles que pourrait avoir le client avec les banques. Je veux dire, par exemple, un prêt immobilier avec ce qu'on appelle la prononciation, la déchéance du terme qui entraînerait le remboursement immédiat de ce crédit. Voilà. Donc, je pense que le fait d'adopter cet amendement sécurise beaucoup ce dispositif et sécuriser ainsi le consommateur. Merci. Des réactions? Monsieur Labarre. Bon, écoutez, c'est un moindre mal. Mais peut-être un point quand vous évoquez la question de la rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client, de son bénéficiaire effectif. Il se trouve que un grand nombre d'établissements bancaires n'établissent pas ou ne calculent pas la rentabilité liée aux caractéristiques individuelles d'un client dans le cadre d'une gestion de leur compte. Donc, je m'interroge sur cette notion de rentabilité. La Banque Postale, par exemple. Non, mais la Banque Postale nous dit on n'a pas d'approche en termes de rentabilité des comptes. Voilà. Donc, comment vous gérez ce point? Monsieur Tanguy.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je comprends votre point, mais on votera contre votre amendement parce que c'est une demi-mesure. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait que rajouter encore des procédures, que rajouter des embêtements. Cette pratique bancaire est illégitime. Elle est exorbitante du droit commun. Elle n'a pas lieu d'être. Donc elle doit être cessée. Et les banques doivent cesser de demander toujours plus de privilèges et toujours considérer qu'elles doivent pas se comporter comme des entreprises commerciales normales. Donc il faut protéger les consommateurs, il faut protéger les entreprises, il faut protéger les associations, les élus et les banques. Elles ont qu'à faire leur travail et arrêter de dépenser un temps précieux visiblement en lobbying, parce que je trouve que pour une loi qui soi-disant est anecdotique, tout le monde est un peu à cran et tout le monde a l'air très mobilisé. Donc je m'étonne que pour quelque chose qui soit soi-disant un détail, quelque chose d'insignifiant, tout le monde s'excite, demande des recomptes, remet en cause l'administration. C'est très étrange, je trouve, cette ambiance pour soi-disant une petite disposition sans incidence. Monsieur de Courson. Monsieur de Courson. Monsieur de Courson. Oui, alors c'est vrai que la notion de rentabilité d'un compte, c'est difficile. Pour ceux qui sont intéressés à la comptabilité à l'éthique bancaire, ce fut mon cas il y a fort longtemps, on ne sait pas très bien ce que c'est que la rentabilité d'un compte. Pourquoi? Parce que un client, c'est pas simplement le compte bancaire. Il peut avoir des prêts, il peut avoir des placements, et dans lesquels les banques gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Et donc la rentabilité, elle est globale. Mais notre rapporteur n'a pas tort de souligner le problème, c'est que la fermeture d'un compte peut entraîner beaucoup de conséquences. Si j'ai un prêt immobilier et qu'on me ferme le compte dans cette banque, comment ça marche? Alors vous me direz, bah, j'ouvre un compte dans une autre banque et puis je fais un virement à la banque. Voilà. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. À ma connaissance, monsieur le rapporteur, dans les conventions de prêt, il n'est pas prévu qu'en cas de fermeture de compte, ça fait tomber le prêt, hein, de mémoire. Bon, donc c'est vrai, mais on peut encore continuer à rembourser par un virement à partir d'un compte d'une autre banque, ça c'est possible. Mais la notion de rentabilité, c'est vrai, est un concept très compliqué, puisqu'il y a la rentabilité immédiate, il y a la rentabilité différée. Bon, voilà, donc pour ça que les banquiers eux-mêmes ne savent pas trop répondre quelle est la rentabilité d'un compte. Ok. Oui, monsieur Lecoq. Oui. Non, juste pour dire un mot rapidement, parce que moi je veux bien qu'on nous explique que les banques sont incapables d'estimer la rentabilité des comptes ou de ce que leur rapporte un client ou un autre. Mais je veux dire, quand monsieur Labaronne nous prend comme exemple la banque postale qui justement ouvre des comptes à tout le monde parce qu'elle a, y compris dans ses missions, la mission de service public de devoir ouvrir des comptes en banque, évidemment, la banque postale ne calcule pas la rentabilité de ses comptes puisque c'est pas la logique dans laquelle elle est, puisqu'elle est dans une logique de mission de service public. Vous avez à côté, et je suis désolé, mais tout le monde le sait, des institutions financières et des banques, y compris qui sont pas les banques qui ont forcément des façades dans nos rues et des guichets de banque à laquelle tout le monde a accès, qui sélectionnent leurs clients et dans lesquels on ne peut rentrer qu'à partir d'un certain montant de revenus ou d'un certain patrimoine. Donc là, on est dans l'excès complètement inverse. Ne dites pas que ces institutions bancaires refusent les clients pauvres ou n'ouvrent qu'à partir d'un certain nombre de patrimoines sans être en capacité d'estimer la rentabilité ou le gain pour leur institution financière. Je veux dire, tout cela est faux. Les banques sont là pour gagner de l'argent. Il y a un moment où il me semblait même que ça vous faisait plaisir, monsieur Labaronne, qu'on ait des grandes entreprises qui gagnent de l'argent. Ne dites pas qu'ils ne sont pas capables de calculer la rentabilité. Et donc, à partir de là, il y a, oui, le risque d'une discrimination sur cette base. Et c'est pour ça qu'il y a cette proposition de loi pour l'encadrer. Quelles autres interventions? Ah oui, pardon. Excusez-moi, David Amiel. Merci, même monsieur si le ça président. fera deux pour le groupe, mais j'estime que monsieur Labaronne a une particularité. Allez-y. Merci, monsieur le président. Notre collègue Tanguy disait tout à l'heure, il faut protéger les consommateurs, il faut protéger les entreprises. C'est vrai. Enfin, il faut aussi protéger la lutte antiterroriste et la lutte anti-blanchiment. Et tout l'objectif de nos travaux là, c'est de pouvoir réconcilier les deux. Ce que propose l'amendement du rapporteur Mattei, c'est précisément de garder l'intention de la proposition de loi sur la justification des fermetures de comptes, sur les exceptions qui étaient proposées dans le texte du Sénat, tout en préservant la capacité de Tracfin de pouvoir mener la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Donc j'ai du mal à voir
comment on pourrait être contre. D'ailleurs, il n'y a eu aucun argument qui a été évoqué dans les interventions précédentes pour répondre à cette question-là, à moins de ne pas avoir lu l'amendement proposé par Jean-Paul Mattei. Bien. Monsieur Batti. Oui, je voudrais rebondir. D'abord, c'est pas, à mon sens, c'est la seule voie de passage pour que ce texte puisse passer et ne tombe pas sur un risque de censure par le Conseil constitutionnel. D'autre part, dans la rédaction, sur la notion, je dirais, de rentabilité ou pas, il y a un décret en Conseil d'État qui encadrera en quelque sorte et permettra au médiateur de vérifier que le conseiller n'a pas agi de manière discrétionnaire. C'est vrai que moi je pense que ce qui avait été porté au Sénat sur les clients peu intéressants me semble protecteur dans la mesure où le médiateur sera encadré et sera obligé quand même de regarder s'il n'y a pas ce caractère. Et je partage tout à fait. Les banques aujourd'hui ont une forme de monopole et donc ont une mission de service public aussi. Donc il faut qu'ils soient encadrés. Je voudrais rebondir aussi sur ce que disait M. Tanguy. Les conventions, la liberté contractuelle existe dans notre pays. Et là, on l'encadre quand même, cette liberté contractuelle. Puisque si la banque décide de résilier le compte, eh ben, il y aura une forme de vérification par le médiateur qui connaîtra de manière très, très importante les pratiques commerciales de la banque. Puis ensuite, il y aura une forme de reporting, c'est ce que je propose dans un dernier amendement, sur le fait qu'il y ait une mission un bilan, en quelque sorte, sur ces fermetures et autres, fait par la Banque de France, et qui puisse regarder s'il y a véritablement des fermetures complètement erratiques et qui ne correspondent pas donc aux missions de service public au niveau de la banque. C'est vrai. Donc j'entends tous les arguments, et il me semble que cette écriture qu'on a essayé de peser est la seule qui puisse rendre ce texte efficace pour l'ensemble de nos concitoyens. Merci. Que je comprenne bien, le dernier amendement que vous évoquez, c'est le 25 dans les articles additionnels. Okay. Merci. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. Passe au suivant. Vous aviez compté avec Castellani ? Oui, il l'avait compté. 26-24. Rejeté. On passe à l'amendement 10. Monsieur Labaronne. Monsieur le rapporteur. Bon, compte tenu du dernier vote, je vais émettre un avis de sagesse sur l'amendement de mon collègue Labaronne, bien que je constate la faible portée de cette information pour le client, qui n'ouvre aucun droit de recours et laisse le client qui s'estime lésé à son sentiment d'arbitraire. Voilà. Bien, monsieur Labaronne. Oui, mais écoutez, moi j'ai vraiment un peu de mal à comprendre, et je voudrais vous faire part un peu de mon désarroi intellectuel. Mais non, mais est-ce que vous avez bien lu la proposition de loi et qui émane du Sénat ? Ce que j'ai dit à propos des risques liés au fait que quelqu'un qui blanchit de l'argent saura tout de suite qu'il est repéré. C'est dans le texte. Je ne fais aucune interprétation, aucune exégèse, il n'y a aucune approche philosophique du sujet. C'est dans le texte. Donc moi, ma réaction en tant que législateur, c'est de me dire, mais c'est quand même curieux cette affaire-là. Bon, alors, je n'ai pas réussi à convaincre dans un premier temps. La voie du médiateur était une solution de compromis. Et vous votez même pas.
la loi, cette disposition du compromis, enfin, relative à ce compromis, alors qu'elle permettait quand même d'éviter les inconvénients que je relevais. Bon, et donc je reviens sur avec cet amendement sur un autre angle qui est celui de la théorie des contrats. Bon, nos relations économiques reposent sur la notion de contrat. Contrat privé, contrat public, etc. Or, adopter la disposition du Sénat, c'est aller à l'encontre de toutes les règles qui régissent l'économie des contrats. Donc vous êtes contre l'économie des contrats. Vous êtes par conséquent contre une forme d'économie de marché qui ne repose que sur la notion de contrat. Voilà. Donc, écoutez, moi, je défends cet amendement. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Mais mes collègues, la baronne, je comprends, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on n'a pas compris ce que vous vouliez dire, ou qu'on n'a pas lu le texte, ou qu'on est intellectuellement incompétent, ou qu'on est des communistes. Le droit des contrats, je le retire. Je retire parce que c'est pas gentil pour les communistes. Je retire. Mais je retire. Mais ce que je veux, blague à part, il n'y a pas votre argument sur les contrats, il tient pas. Le lobby bancaire se comporte en oligarchique, ils s'entendent entre eux, ils ont les mêmes conventions, les mêmes produits, les mêmes comportements systématiques. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, monsieur la baronne, il n'y aurait pas un service public avec la Banque Postale, et il n'y aurait pas plusieurs centaines de millions d'euros payés par le contribuable pour assurer ce service. Donc là, je suis désolé, c'est vous qui n'êtes pas dans la cohérence. Donc dans ce cas-là, vous supprimez le service public de la Poste et vous obligez les banques à être justes dans leur comportement. Bon, voilà, mais vous ne voulez pas non plus le faire. Donc la réalité, c'est que quand vous êtes au RSA et qu'on vous vire de votre banque, non, vous n'avez pas une égalité contractuelle avec la Société Générale. C'est pas vrai, c'est faux, ça n'existe pas. Et c'est à la tête du client. Donc quand vous êtes une épicerie, même s'il y a un mec ou une femme louche qui rentre, vous n'avez pas le droit de lui refuser de lui vendre une bouteille d'eau. Les banques, elles, si elles n'aiment pas la tête de leur client qui ne leur revient pas, elles ont le droit de le virer. Donc ça, c'est ça la réalité du droit bancaire aujourd'hui. C'est inacceptable, ça n'a rien à voir avec le droit des contrats. C'est juste qu'il y a un lobby en France, le lobby bancaire, qui considère qu'il n'a pas les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres et que visiblement ça le dérange de devoir respecter les Français, quel que soit leur niveau de revenu, quel que soit leur statut, et qu'ils n'ont pas accordé de privilèges à la tête du client, littéralement. Monsieur de Courson. Je fus trésorier d'un parti. Ouais. Donc j'avais un compte bancaire. Et un beau matin, on nous envoie une lettre en disant, voilà, votre compte est fermé. Pourquoi? Il a fallu que j'appelle le président qui m'explique qu'ils ne veulent plus de partis politiques. Les partis politiques, ils les ferment tous. Parce qu'il y en a marre d'interprétations politiques que telle banque a ouvert à tel ou tel parti. Mais je lui dis, mais attendez, c'est pas normal. C'est pour ça que, monsieur le baronne, qu'il soit obligé de justifier, ça me paraît quand même le minimum. Parce que si vous voulez vous défendre, puisque en application des théories des contrats, quand je romps un contrat unilatéralement, j'ai quand même le droit de me défendre, non? Et alors, sur quel motif? Puisqu'il n'y a pas de motif. Donc il va falloir que la justice demande le motif à la banque. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que je pense que sur le principe de la motivation, je pense que ça n'a rien à voir avec une théorie anticontractuelle, etc. C'est normal. C'est normal qu'on justifie. Bon. Non, c'est pas ce qu'il dit. Voilà, donc moi je voulais dire cela. Donc il faut maintenir l'idée qu'on doit justifier la fermeture. Monsieur Verny. Oui, dans une relation commerciale, il faut qu'il y ait un équilibre. Dans la relation d'un usager, que ce soit un usager privé ou un usager, une personne morale, il y a un profond déséquilibre, sauf quand vous appelez LVMH ou Total. L'usager commun qui peut se voir refuser, se faire fermer un compte sans justification, il y a quand même un problème de liberté. Il y a une liberté qui est... il y a un droit qui est celui d'avoir un compte en banque. La banque, c'est pas très contraignant pour une banque de devoir justifier de façon très simple
le pourquoi du comment elle décide de façon unilatérale de fermer un compte. En général, il n'y a aucune voie de recours, hein, d'ailleurs, sur les fermetures de comptes. Deuxièmement, je ne pense pas que ça soit aux banques de faire la police. Et en l'occurrence, quand on demande à une banque de fermer sur suspicion pour blanchiment ou suspicion de financement du terrorisme, il me semble qu'il y a un truc qui s'appelle la justice en France, et c'est à la justice de se prononcer, c'est pas aux banques. Et en tout cas, elles n'ont pas à utiliser cet argument qui peut être fallacieux. Enfin, excusez-moi, mais il y a un côté un peu totalitaire dans l'application actuelle de la loi, puisque les banques peuvent, de manière parfaitement arbitraire, en se réfugiant derrière des arguments de terrorisme ou de blanchiment, fermer tout et n'importe quoi pour tout le monde, pour les partis politiques, pour les individus, etc. Donc, moi, il me semble à minima normal que la banque doive justifier le pourquoi de sa décision. Et même, je trouve le texte du Sénat assez light, parce que, en fait, à partir du moment où il y a une décision judiciaire, la décision judiciaire est notifiée. Mais c'est pas à la banque de faire la justice. Voilà. Ouais, juste un petit mot. Alors, en plus de ça, Monsieur Verny, pour compléter, en plus de ça, c'est une obligation d'avoir un compte en banque. Donc, on se retrouve encore plus, du coup, dans cette problématique. Et moi, j'ai l'impression, sur tous les arguments de Tracfin, je l'ai dit tout à l'heure, bon, je veux bien l'entendre, mais j'ai un peu l'impression que c'est comme vouloir tuer une mouche avec un marteau sur une vitre, quoi. C'est-à-dire que on se retrouve sans regarder les conséquences que ça peut avoir. Moi, je suis certain que si je demande ici qui, soi-même ou avec des personnes que vous connaissez, a eu des problèmes avec des fermetures de comptes en banque, mettant en danger soit leur vie privée, soit leur vie d'entreprise, je suis sûr que pratiquement tout le monde a eu ce sujet. Donc c'est un sujet absolument massif. Et moi, je crois que par rapport à ça, et par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire y compris sans aucune explication, on ne peut pas se retrouver au nom de lutte contre... Et moi, je suis assez d'accord avec la réflexion tout à l'heure de David Guiraud, quoi. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est recherché pour terrorisme, je pense qu'il y a des moyens, à un moment donné, de fermer son compte, y compris dans la législation actuelle. En tout cas, ça ne peut pas être... L'argument ne peut pas être suffisant pour justifier quelque chose qui est absolument insupportable de la part des banques. Voilà, qui est insupportable. Monsieur Labaronne. Non, merci, Monsieur le Président. Très, très rapidement, il n'y a pas d'arbitraire. Tout ça est très encadré par le Code civil. Je vous rappelle les articles 11.02 sur la liberté contractuelle de la banque, 12.10 sur l'engagement perpétuel, 12.11 sur les délais de préavis contractuels. Donc tout ça est encadré. Monsieur le Président, quand vous abordez la question des terroristes, mais là aujourd'hui c'est très encadré, ce genre de choses. Et ce que propose ce dispositif, c'est justement d'introduire de la dérégulation, c'est-à-dire d'avoir une approche à contrario. Donc votre argument vaut dans le dispositif existant, il ne vaudra plus dans le dispositif que nous allons voter. On passe au vote. Qui est pour l'amendement numéro 10 ? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'amendement 1. Monsieur Lecoq. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement rédactionnel pour faire en sorte de s'assurer que la motivation de fermeture unilatérale du compte soit fournie de manière automatique par l'établissement bancaire et que le client n'ait pas besoin d'en faire la demande. Pourquoi? Parce que la connaissance de l'existence du droit à recevoir une explication ne sera pas assurée auprès de tout le monde. On a un problème dans ce pays, et c'est le cas pour de nombreux droits, de non-recours au droit. Et donc, l'automaticité, c'est la garantie que chacune et chacun puisse avoir accès à l'explication. Et puis, je le dis aussi parce que les procédures de demande d'explication ou de justification, elles seront très probablement
quasi uniquement dématérialisés, et il existe dans notre pays un problème qui touche près d'un cinquième de la population, dit l'électronisme, c'est-à-dire de difficulté à utiliser les moyens de communication dématérialisés, et donc ça exclurait de fait toute une partie de la population de recours à ce droit. Merci. Madame Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d'être présenté par mon collègue Lecoq. Il vise tout simplement à obliger la motivation, et c'est d'ailleurs en cohérence pour ça que nous étions contre le recours au médiateur, qui était un recours ouvert certes, mais qui aurait été utilisé par une infime majorité de ceux qui subissent cette fermeture abusive des comptes, qui, pour la plupart, sont effectivement des personnes vulnérables. On sait que dans ce pays, on a un problème de recours au droit, et que dans cette affaire-là, on est dans le pot de fer contre le pot de terre, bien souvent. Donc, je pense que les banques ont les moyens, sans problème, de systématiquement motiver leurs décisions. Et par rapport à Tracfin et cet argument, mais excusez-moi, mais enfin, le terroriste qui aujourd'hui voit son compte fermé, il n'a pas besoin d'explication, il sait très bien pourquoi on lui ferme son compte. Et la motivation, qu'il reçoive ou non un courrier, ça ne changera absolument rien. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Il faut fermer votre micro, Christine. Oui, bon, écoutez, là encore, on est sur cette motivation économique, motivation systématique. Moi, je suis désolé, mais la motivation qui sera donnée par la banque, Monsieur Lecoq le disait un petit peu, prendra souvent la forme d'un courrier électronique ou presque une réponse automatique. Franchement, je regrette qu'on n'ait pas pu adopter l'amendement sur le médiateur, parce que l'amendement médiateur met en place une forme de recours qui permet, je dirais, à la personne qui se retrouve avec son compte fermé, quelle qu'elle soit, même si c'est une personne politiquement exposée, de pouvoir ouvrir un dialogue. Là, on aura une réponse lapidaire, mais ça n'a aucune garantie de protection du consommateur. On aura des réponses de style. Donc, franchement, je vous invite à mener une réflexion, remettre de l'humain. J'insiste vraiment sur la relation entre le client et la banque. On a des relations à travers des plateformes. Franchement, là, on ouvre la possibilité d'avoir un échange avec une personne physique et qui a des obligations qui est donnée par la loi. Voilà, encore une fois, j'ai un avis défavorable sur cette réponse systématique parce que ce sera des réponses de style. Et aucunement, elles viendront protéger le consommateur. D'ailleurs, Monsieur Lecoq, vous le disiez dans votre argumentaire. Bien évidemment, ce sera des plateformes qui vont répondre. Voilà. Je pense que ce n'est absolument pas satisfaisant. Et encore une fois, je vous invite, lors de la discussion dans l'hémicycle, à réfléchir sur l'amendement proposé. Monsieur Verny. Oui, je pense que ceux qui se plaignent de ce texte sont justement pas forcément les personnes qui ont eu à subir des fermetures de comptes. Il se trouve que j'ai reçu un courrier, moi, le 14 janvier, m'informant que les 3 comptes en banque dans la banque que je ne vais pas nommer vont être clôturés sous un mois. Voilà, vous resterez bien sûr tenu de tout mouvement, engagement, blablabla. Nous vous prions d'accepter. Monsieur Verny, nos sincères salutations. Voilà, c'est tout, point barre. Est-ce que c'est parce que mes comptes étaient à découvert? Absolument pas. Est-ce que c'est parce que mon engagement politique? Peut-être. Est-ce que je finance le terrorisme? Je ne pense pas. Voilà, en fait, il faut comprendre que moi, quand je reçois ça, je réponds à ce mail, à ce courrier, en demandant des explications. Je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas pourquoi cette banque a décidé de fermer mes 3 comptes. J'en sais rien. C'est parfaitement arbitraire. Alors, j'ai les moyens d'avoir d'autres comptes en banque, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a une distorsion énorme entre, comme ça a été dit, entre le pot de fer et le pot de terre. La banque qui prend la décision de fermer le compte a déjà pris la décision et donc elle le fait pour une bonne raison. C'est quand même extrêmement simple pour elle de justifier le pourquoi de cette fermeture. Il n'y a rien de compliqué. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Merci. Oui, monsieur le rapporteur. Non, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que dit monsieur Verny. Si c'est celui qui a fermé le compte qui donne la motivation, moi, il me semble qu'un tiers de confiance qui regarderait s'il n'y a pas eu
du zèle d'un chef d'agence ou qui vérifierait si le contexte de cette fermeture a bien été encadré, je pense que c'est une garantie pour le consommateur. Et dans votre cas, par exemple, vous pourriez avoir des explications. Non pas par celui qui a fermé, puisqu'il va de toute façon, s'il a pris la décision de fermer, il va vous dire... Mais c'est plutôt savoir si tout le processus a été respecté et si on n'a pas fait une fermeture de manière arbitraire. Voilà. Encore une fois, plus je réfléchis sur... Il me semble que c'est la seule voie et qui, en plus, est plus sécurisée d'un point de vue juridique. Merci. On passe au vote. Moi, si vous me permettez, Monsieur le Président, prenons votre exemple, chers collègues. La banque, si on adopte cet amendement, vous envoie une justification du type, par exemple, nombre de transactions insuffisantes. Je dis, n'importe quoi. Quelle est votre voie de recours? Ça change quoi? Chut, chut. Allez, on passe au vote. Là, il y avait la possibilité d'aller devant un médiateur. C'était peut-être plus facile et plus rapide. Mais bon, ça a été battu, donc vous rediscuterez de ça en séance. Allez, qui est pour ces amendements? Le premier. Qui est contre? Rejeté? Ah bon, pardon. Alors, il faut refaire revoter. Qui est pour? Excusez-moi. Qui est contre? Bah si, il faut... Adopté. Je suppose que du coup, le deuxième, ça fait tomber le deuxième. Le 5, qu'il défend, du côté RN. Chut, chut, chut. Ah pardon, excusez-moi. Bonjour. Ouais, c'est bon. Monsieur Voilà. Allégret-Pilot. Monsieur le Président, merci. Brièvement, c'est rajouter, ça a été dit, la qualité d'élu de la République dans les motifs qui ne sont pas recevables pour résilier un compte bancaire. Mon collègue en a fait les frais, j'en ai fait les frais il y a quelques semaines. C'est simple, un courrier. J'ai demandé un motif. Il m'a été répondu qu'aucun motif n'avait à m'être communiqué. Basta. Donc ça c'est simple. Je vous propose d'inscrire cela dans les motifs qui ne peuvent pas donner lieu à résiliation ou justifier une résiliation. Merci, Monsieur Allégret-Pilot, qui souhaite la bienvenue dans cette commission. Monsieur le rapporteur. Oui. Moi, je suis toujours gêné d'avoir un amendement qui concerne que les élus de la République. Franchement, je trouve ça assez maladroit. Je rappelle qu'on est tous... on va avoir aussi des travers, comme... hélas. Donc, c'est un avis défavorable à cet amendement qui concerne qu'une catégorie de personnes. Et je ne vois pas pourquoi un élu de la République serait plus protégé qu'une autre personne. Voilà. Donc, j'entends ce qui a été dit, les argumentaires, mais franchement, je suis un peu gêné qu'on adopte ce type d'amendement. Voilà. Monsieur Verny. Oui, écoutez, il me semble que les personnes politiquement exposées, puisque c'est ainsi qu'elles sont définies dans le droit bancaire, enfin en tout cas par les banques, les PPE ont des obligations très lourdes. On nous demande une transparence totale. On nous demande de publier notre patrimoine. On a une déclaration d'intérêt qui est publique. Donc on se fout grosso modo à poil devant tous les Français. Je trouve ça parfaitement choquant, mais il me semble que du coup, pouvoir être isolé au sein d'une catégorie au niveau des banques, c'est-à-dire personnalité particulièrement exposée, donc particulièrement surveillée, ok. En revanche, un droit bancaire aussi qui protégerait un petit peu, qui corrigerait un tout petit peu cette distorsion. Parce qu'on est quand même objectivement un peu plus surveillé que le commun des mortels, il me semble. Monsieur Juvin.
Merci, Monsieur le Président. Il me semble que l'amendement de Monsieur Allègre-Pilot est de bon sens. Il ne s'agit pas de donner un privilège aux élus de la République. Il s'agit simplement qu'ils soient traités pareillement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'avantage supplémentaire par rapport à un autre citoyen. On demande simplement qu'il n'ait pas un désavantage parce qu'ils sont élus de la République. J'ai toutefois une réserve, je voterai pour l'amendement, mais j'ai une réserve sur le terme élu de la République, jusqu'où on pousse le curseur. Vous voyez, par exemple, est-ce qu'un juge à un tribunal un prud'homal, est-ce qu'un conseiller consulaire, bon, donc il y a un sujet là-dessus, mais je voterai néanmoins pour l'article. Monsieur Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je suis surpris de cet amendement. Je pense que ça sous-entend qu'un élu, sous prétexte qu'il est élu de la République, pour avoir un comportement délictuel sur le plan bancaire, être en déficit permanent. Non, mais toi, attends, en déficit permanent, à découvert, pourrait ne pas payer les agios, etc., etc. Et sous prétexte qu'il est élu, eh bien, il aurait un compte à vie. Moi, je suis absolument contre cette distinction. Je suis absolument contre cette distinction des élus et des autres. Et je voudrais... Ouais, moi, juste un petit mot. Moi, j'entends des choses qui sont complètement éloignées de la vie réelle, quoi. D'accord ? C'est pas seulement les élus, c'est les parents des élus, c'est les enfants des élus, c'est les associés. Et en l'occurrence, par rapport... Oui, mais je réponds par rapport à la question de fond. Par rapport à la question de fond, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, sans explication aucune, on a des gens qui sont même, y compris qui n'ont plus de lien, parce que c'est pas parce que vous êtes parents que vous avez forcément des liens matériels quelconques qui adviennent eu, peuvent même se retrouver avec des comptes fermés. C'est ça la réalité. Donc, faisons pas comme si on l'entendait pas. Je dis pas que moi je comprends bien toutes les questions de HATVP, de transparence des élus, etc. Il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une situation qui s'étend. Alors en plus, c'est effectivement pour tous les élus. Donc, enfin, je veux dire, il y a un problème qui est posé. Bon, encore, ça serait uniquement pour les élus, on pourrait se poser. Mais moi, quand mon père reçoit des problématiques de sa banque, enfin, je veux dire, je trouve qu'il y a quelque chose qui pose problème, quoi. Voilà. Pires Beaune. Oui, merci, merci Monsieur le Président. Alors moi, je vois bien l'objectif de cet amendement et je ne suis pas naïve. Effectivement, aujourd'hui, le fait d'être une personnalité politique peut vous exposer à certains risques et celui-là en fait partie. Je dis juste que puisque nous avons adopté l'amendement précédent qui est l'obligation de motivation, cet amendement n'a plus lieu d'être parce qu'une motivation qui serait on ferme votre compte parce que vous êtes une personnalité politique, tout tomberait sous le coup de la loi de la discrimination, tout simplement. Donc voilà, je partage l'objectif, mais il n'est absolument pas nécessaire parce qu'encore une fois, on a voté l'obligation de motivation. Je vais te laisser. Monsieur de Courson. Oui, il y a des dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées. Ce n'est pas les élus de la République, hein, c'est personnes politiquement exposées. Donc, si on disait la qualité de personnes politiquement exposées, ça n'empêche pas de fermer le compte d'un élu, mais on ne peut pas le motiver sur sa qualité de personne politiquement exposée. Bon, donc, moi, ce que je propose, c'est un sous-amendement à l'amendement de notre collègue pour remplacer la qualité d'élu de la République par la qualité de personnes politiquement exposées. Voilà. Et ça n'empêche pas de fermer le compte, mais pour d'autres raisons. C'est pas parce qu'on est politiquement exposé qu'on ne peut pas mal gérer son compte, enfin, ou toute autre raison. L'auteur de l'amendement. Oui. Moi, je suis d'accord pour ce sous-amendement, ça me va très bien. Encore une fois, l'idée, c'est pas de créer une nouvelle catégorie, c'est de rétablir l'égalité de traitement. Sinon, on n'aurait pas l'immunité parlementaire, par exemple. Si vous voulez, on l'enlève aussi. Hein. Voilà. Mais ça, il faudra le présenter en séance, le sous-amendement. Ça me va. Non, il ne peut pas être là, quoi. C'est ça que je veux dire. D'accord. Oui, moi, ce que je pense, c'est que ce que soulève cet amendement, c'est l'inutilité de cette catégorie de personnes politiquement exposées et même son caractère totalement discriminatoire, parce que quand on propose de rédiger avec les mots la qualité de personnes politiquement exposées, en l'occurrence, ce serait plutôt le défaut de personnes politiquement exposées, et ça n'a absolument pas lieu d'être, dans la mesure où nous offrons déjà des garanties de transparence bien supérieures à n'importe quel autre citoyen. Il n'y a aucune raison que ces garanties de transparence soient utilisées contre les élus,
concernés à leur détriment et au détriment de leur famille. D'ailleurs, on se demande comment est-ce qu'avec les dispositions relatives à la protection des données, comment est-ce que nos proches, y compris ceux qui ne sont absolument pas déclarés dans nos déclarations, peuvent se retrouver avec des soucis de cet ordre-là. Donc, ça sera intéressant de savoir comment les banques remontent les liens de parenté. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Donc, je pense qu'il faudra qu'on se saisisse de ce sujet pour supprimer purement et simplement cette catégorie de personnes politiquement exposées. Monsieur le rapporteur. Oui, je voudrais rappeler que l'amendement évoqué à l'instant vise à interdire l'établissement bancaire ne pourra pas résilier une convention de compte courant de dépôt conclue pour une durée indéterminée. Donc, si ça concerne une personne exposée politiquement ou un élu de la République. Il ne me semble pas que c'est tout à fait l'esprit. Parce que là, il vient rajouter un alinéa au 5 bis de l'article L312.1.1 du Code monétaire et financier qui prévoit un cas où on ne peut pas résilier la convention. Je pense qu'on va un petit peu loin, puisque je suis un élu de la République, je ne peux pas avoir une interdiction. Qu'on donne une justification, chose, mais interdire la résiliation, je trouve que ce n'est pas tout à fait l'esprit du texte. Voilà. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Non, on ne peut pas, dans séance. Qui est contre? Adopté. Allez, on passe au 18. Je pense, s'il peut être expliqué un peu rapidement, parce que je pense que c'est la même logique. Le 18. Comment tu dis? Sur les activités politiques ou syndicales du client, qui le présente du côté RN. Donc, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, cet amendement 18 du groupe Rassemblement national vise à inscrire explicitement dans la loi l'interdiction pour une banque de résilier une convention de compte de dépôt pour des motifs d'ordre politique. Bon, monsieur le rapporteur. Donc il est tombé. Retiré. Il faut fermer votre micro. Ah, il est retiré? Bon. Il est retiré. Bon, très bien. Allez, on passe au dernier amendement, le 21, monsieur Lahaye. Donc mon amendement, on ne discute pas. Attendez. Le 21. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement qui propose la rédaction d'un rapport sur les effets économiques et sociaux de la présente, de la présente PPL et puis de la loi du 16 août 2022 sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et sur l'inclusion bancaire et les frais restés à charge des usagers des services bancaires, dont les effets sur les dépenses contraintes des ménages en matière de services financiers, et enfin sur le suivi des effets économiques et sociaux des mesures prises ou l'absence de mesures prises dans le sens de chacune des mesures soutenues dans le manifeste pour une inclusion financière universelle publié en octobre 2022. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, alors, ça serait une demande de retrait de cet amendement, parce que j'ai un amendement juste après qui porte un article additionnel qui vise à organiser le suivi des données sur les fermetures de comptes, les motifs invoqués par les banques et les litiges dont sont saisis les médiateurs. Et je vous rappelle également que l'inclusion bancaire, les rapports annuels de la Banque de France et de l'Observatoire de l'inclusion bancaire fournissent déjà un grand nombre d'informations sur les différents dispositifs de protection du consommateur et des publics vulnérables. Donc c'est une demande de retrait. Merci. Demande à accéder. D'accord. Passe au vote de l'article 2. Vote de l'article 2, qui est pour? Qui est contre? Adopté. Ah, si, il est adopté. Oh, alors, on va refaire le vote. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Tu vas voir que ça va être large. Oui, je regarde quand même quand les sièges sont vidés pour... voilà. Donc, il est largement adopté.
Après l'article additionnel, Jean-Philippe Tanguy, le 16. Qui a gardé le micro? C'est toi. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, pour ne pas faire prolonger nos débats, c'est un sujet... Nous, on propose de simplifier grandement tout cela en interdisant tout simplement le droit exorbitant des banques à choisir leurs clients. Monsieur le rapporteur. Écoutez, avis défavorable. Je rappelle que le droit au compte, tel que vous le défendez, reviendrait à supprimer la liberté contractuelle et méconnaît le fait qu'une convention de compte demeure un contrat intuitif personnel, je l'ai déjà dit tout à l'heure, nécessairement conclu en considération de la personne. Et puis je vous rappelle également qu'il y a l'article 312.1 qui prévoit le droit au compte, même si je reconnais que dans certains cas, c'est parfois des comptes dans des conditions un peu dégradées. Donc peut-être qu'il faudrait travailler là-dessus, mais là, je donne un avis défavorable à votre amendement. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je comprends votre point, mais vous voyez, tout ça, c'est exactement en fait, le problème qui hante souvent notre commission des finances et notre Assemblée de manière générale. C'est qu'en fait, à force de ne pas avoir le courage d'énoncer des principes simples, on est obligé de prévoir des dispositifs très compliqués qui demandent un nombre d'exemptions, de procédures, de lourdeurs. Voilà, bon, moi je comprends tout, mais une fois de plus, vous tenez un commerce, n'importe quel autre commerce, vous avez un client qui rentre, et ben même si sa tête ne lui revient pas ou si vous avez un doute, et ben vous devez le servir comme n'importe qui. Voilà. Et ben les banques, c'est différent. Bon, ben, tant qu'on m'aura pas prouvé et justifié que le droit des comptes, ce droit exorbitant du droit des contrats est justifié, ben moi je dirais qu'il faut un principe simple et qui nous coûterait beaucoup moins d'argent et beaucoup moins d'énergie et surtout beaucoup moins de problèmes aux gens. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Amendement 20. Défendu. Tanguy. Défendu. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Je rappelle que déjà le droit au compte bénéficie à toute personne physique ou morale, ce qui inclut donc les associations, les partis et les fondations. Donc pour moi, il est satisfait. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Rejeté. Le 11, Monsieur Allégret-Pilot. Monsieur Allégret-Pilot, alors, moins qu'il soit parti, non? Oui, pardon. C'est pour prévoir une sanction, justement, en cas de fermeture du compte en banque du parlementaire pour cette qualité. Monsieur le rapporteur. Je crois qu'on a eu déjà le débat sur l'amendement numéro 5, discuté précédemment, donc c'est un avis défavorable. Qui est pour? Même vote, je pense. Même vote. Le 6, Monsieur Allégret-Pilot. Coucou. Monsieur Allégret-Pilot. Pardon, défendu. D'accord. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable, un petit peu avec les mêmes arguments que tout à l'heure. Et même vote. Le 7, Monsieur Allégret-Pilot. Défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Même vote. Le 19, Rassemblement national, Christian Girard. Bah, il faut qu'il... Monsieur Christian Girard, vous le Défendu. présentez. Merci, Monsieur Tanguy. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Ok, même vote. Et Monsieur Mattei, le 25. Dernier amendement. Bon, c'est l'amendement que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est en fait le fait de rendre... Alors, évidemment, comme le médiateur n'a pas été retenu, mais j'espère qu'il le sera lors des discussions dans l'hémicycle, c'est de pouvoir permettre d'avoir des données agrégées et anonymisées qui seront transmises au gouverneur de la Banque de France pour alimenter l'écriture d'un rapport annuel au Parlement sur l'inclusion bancaire des Français et les motifs de résiliation et la mise en œuvre du droit au compte. Okay, qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe au vote de la proposition de loi. Qui est pour?
Qui est contre? Adopté. Merci, chers collègues. On se retrouve quand? Ouais. La semaine prochaine, il y a une audition de M. Sauvadet mercredi, mais je le dis aussi aux membres du bureau, confère la réponse que j'ai faite tout à l'heure à Eric Woerth, mais c'était prévu avant. On fait une réunion du bureau mercredi à 11 h la semaine prochaine, sur justement l'agenda, etc. Merci.